Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous n'aurez plus peur de répondre à la question « Que retenir aujourd'hui ?» de l'écrivain Georges Bernanos. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est une émission proposée aujourd'hui par Lila Bozès, Didier Pinault, Laurence Genepin, Jean-Christophe Francis et Jean-Frédéric Sam. Redécouvrir aujourd'hui Bernanos nécessite un effort pour se décentrer. On ne peut en effet le comprendre qu'en faisant un peu d'histoire culturelle, en nous rapprochant des questions que l'on se posait de son vivant, entre sa naissance en 1888 et sa mort à l'âge de 60 ans juste après la Seconde Guerre mondiale. Qu'était la France de son époque? Quelle place la foi prenait-elle dans la vie de tout un chacun? Et en quoi le parcours de cet écrivain, royaliste et religieux, incarne-t-il aussi un changement de société? Telles sont les questions que nous allons garder en tête aujourd'hui, tout en cherchant à raconter sa vie et en présentant les grandes lignes de son œuvre. J'arrive un matin chez Plon, Bernanos était déjà là, et je ne me figurais pas du tout comme ça. Il avait une tête curieuse, des yeux presque violets, très beaux, les moustaches en pointe comme Guillaume II. Il était grand, fort, il avait à la main une canne avec un pommeau d'or, quelqu'un de presque arrogant, n'est-ce pas, et agressif tout de suite, et en même temps très drôle. Enfin, on pensait voir un homme très modeste, il nous avait écrit des lettres toujours excessivement gentilles, comme ça, et timides. Et c'était un type, au contraire, qui avait un aplomb formidable. Mais à 22h, on peut évidemment retrouver aussi cette émission, en podcast. Vous êtes aussi un écrivain passionné par ceux que vous appelez les francs-tireurs du catholicisme. Qui sont ces francs-tireurs du catholicisme? Les francs-tireurs du catholicisme, je définis par là une lignée, une famille d'esprits, une lignée d'écrivains dont le premier a sans doute été Barbé d'Aurevilly, le dernier peut-être Bernanos, si on intègre à des gens qui sont écrivains comme l'orientaliste Louis Massignon, c'est tout ce monde-là, comme ça, tout ce monde de convertis, Barbé, Blois, Bernanos, Claudel, Maritain, Huysmans, Massignon, qui sont des personnages qui ont eu avec l'Église un rapport assez fidèle et en même temps très tempétueux, et avec leur époque un rapport d'hostilité, de discussion fougueuse et de débats très très ouverts. Il n'y en a plus aujourd'hui des écrivains francs-tireurs du catholicisme? Le moule est cassé, alors je ne sais pas à quoi cela est dû. Mais en tout cas, non, ça a disparu. Ouais. Et qu'est-ce qui vous attire chez eux? Est-ce que c'est la période aussi, l'époque qu'ils représentent? Oui, j'aime bien la période, c'est-à-dire cette période post-révolutionnaire qui va, je dirais, de la naissance de l'Empire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça fait beaucoup. Mais j'aime surtout la manière qu'ils ont eu à la fois de vivre leur langue et de vivre leur époque. C'est-à-dire pour moi, est-ce que ça va ensemble? Oui, absolument. J'ai toujours considéré que la littérature devait être une riposte. Et ces gens-là, pour moi, ont incarné au mieux ce que devait être la riposte face au monde moderne, qui est un monde redoutablement puissant, entreprenant, conquérant, impérialiste. Et là, ce sont des gens qui ont eu des ripostes de maquisards, de francs-tireurs, et qui, à mon avis, c'est par là qu'il faut aller. Je veux dire. Ce sont des gens qui n'ont jamais formé de doctrine, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de groupe, ils étaient seuls. La plupart du temps, ils s'engueulaient. Mais moi, ils ont apporté des réponses, des vraies, fortes réponses, des contestations à leur temps. C'est ce qui me semble nécessaire pour un écrivain. C'est des antimodernes, c'est des reclus aussi pour certains d'entre eux? Reclus, ça dépend. Pour Bernanos, oui. Bernanos, on va le voir, c'est quelqu'un qui a vécu solitaire pour être mieux solidaire, ce qui est assez paradoxal, mais qui a vécu à l'écart. Pour d'autres, c'est moins évident. On peut pas dire que Paul Claudel a été un reclus, ambassadeur de France, économiste, actionnaire. Bon, Châtelain, c'est pas un reclus. Mauriac non plus. Léon Bloy, certes, il aidant beaucoup. Mais il y a à la fois des reclus et puis des hommes publics. Alors, vous venez de publier une biographie de Georges Bernanos aux éditions du Seuil. Elle est sous-titrée, ou même titrée, Georges Bernanos, la colère et la grâce. La colère, elle est très grande chez Bernanos. Elle est permanente. Et je dirais même qu'on lui a fait la grâce de le maintenir en colère jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire c'est quelqu'un pour qui la colère était le sel même de la vie. Je dirais pour citer l'Évangile, le sel de la terre, le sel de l'écriture, de la vie, c'était la colère. S'il n'y a pas la colère, s'il n'y a pas à la base de cela une fureur extrêmement intense, les choses se décomposent très vite et les choses disparaissent.
Seule la colère maintient en vie un écrivain, et heureusement chez lui, elle était permanente. La grâce, c'est la prière quotidienne, donc qu'on souhaite l'avoir. Donc la colère comme un mode de vie. Oui, absolument. Et comme mode de vie, comme une esthétique aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il disait lui-même, si le bon Dieu m'a mis une plume dans la main, c'est pas pour rigoler avec. Donc la plume est une épée et il faut s'en servir tous les jours. Les bons escrimeurs et les bons combattants s'entraînent en permanence. Donc Bernanos n'a cessé. On ne connaît pas de lui de texte, sauf peut-être un ou deux textes écrits pour faire plaisir, mais sinon de textes qui ne soient des textes encolérés, qui sont des textes violents et des textes d'assaut. Donc il faut toujours être à l'attaque. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'attaque? Il y a un ennui mortel, il y a la dépression. Oui, exactement. Il y a l'angoisse. Et on peut dire que chez lui, la lutte a compensé l'angoisse de la mort. Ce qui est la vérité. C'est quelqu'un qui a été angoissé par la mort et la maladie, une espèce de la fragilité de l'être très très tôt. Très tôt, sa mère le dit déjà. Les choses se sont accentuées considérablement à partir de la Première Guerre mondiale, où il a été enterré vivant, enfin, il est sorti, choses comme ça. À partir de 33, son accident de moto. Donc c'est quelqu'un qui était, contrairement à ce qu'on peut penser quand on le voit, on a l'impression qu'il a une voix de basse et qu'il est puissant. C'était un type de la santé très très fragile. Il n'a pas fait de service militaire, par exemple. À peine arrivé, il récupère une pneumonie, terminé. Par contre, il a fait 5 ans de Première Guerre mondiale. Donc c'était quelqu'un qui avait une espèce de hantise très forte de la fragilité du corps, de la santé des hommes, et une angoisse de la mort véritablement terrible et permanente. Et je pense que la colère a été ce contrepoids à l'angoisse de la mort. Donc voilà pour la colère. Et pour la grâce, alors François Angelier, parce que c'est un mot qu'on emploie peu aujourd'hui, alors que c'était probablement un concept très présent du temps de Bernanos, voire même la grâce, c'est le présent. don de l'esprit, c'est la descente de la présence divine dans l'âme, c'est la transfiguration de l'esprit. Ça, Bernanos y a pensé. Je pense qu'il l'a vécu d'ailleurs en tant que croyant, et il en parle assez souvent, mais ça n'est pas, je dirais, quelqu'un qui s'est spécialisé dans une sorte de littérature d'hagiographie mystique. Il met en scène des gens qui sont la plupart du temps malheureux, perdus, et à qui la grâce arrive de manière un peu curieuse, un peu étrange comme ça. Mais c'est vrai que c'est l'autre pôle nécessaire, c'est ce vers quoi doit tendre tout chrétien. Est-ce que vous avez l'impression, François Angelier, que déjà de son temps, Bernanos vivait dans un passé qui était un petit peu idéalisé? Pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu dans le passé. Il aurait pu le vivre dans le passé. Quand on est sous la Troisième République catholique et monarchiste, on peut s'isoler à la campagne, dans un manoir. Il aurait pu le faire en écrivant fréquemment dans la presse, donnant des conférences, récupérant les droits d'auteur, devenir une sorte de gentleman farmer monarchiste, avec ses gens, avec une clientèle comme ça. On a eu des cas comme ça. Michel de Saint-Pierre ou Lavarande ont été des gens comme ça. Lui, pas du tout. C'était quelqu'un qui était outrageusement moderne, qui avait en permanence 2 coups d'avance. Mais détestant la modernité en même temps, comme vous l'avez dit. Combattant la modernité. C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'exemple de la machine, et c'est illustré par toute une sorte en très très grande méditation sur la machine et la technique. Bon, par ailleurs, c'était un motard. C'était un biker des années 30, avec la tenue de cuir. C'est des contradictions internes? Oui, enfin, c'était surtout quelqu'un qui considérait qu'il y avait chaque chose devait être, il y a un ordre, il y a une harmonie. C'est pas le côté maurassien. Et les choses ne doivent pas sortir de cet ordre. Et la machine va rester à sa place. Et ce qu'il voyait, au contraire, c'est la prolifération du rôle de la machine. Donc voilà. Il la combattait, mais c'était pas du tout quelqu'un qui avait la nostalgie. Il se faisait, comme dirait l'autre, une certaine idée de la France. Il considérait que la France avait une mission divine, que cette France pouvait vivre comme ça, devait être à la hauteur de sa mission. Alors on peut penser là, évidemment, c'est un idéal un peu médiéval, les croisades et tout ça, mais Bernanos, c'était profondément un homme du présent, voire du futur. Et quand on est royaliste, est-ce que ce n'est pas déjà l'une des définitions du regard vers le passé, de regretter quand même la monarchie? Ah non, pour lui, la monarchie ne devait pas être restaurée.
comme une théière ou une toile de maître, elle devait être refondée et régénérée, c'est-à-dire réinscrite dans le présent. Quel aurait été le bon roi selon Bernanos? Ah bah il y a pas à discuter la chose, c'était le comte de Paris bien évidemment, puis c'était le prince, c'était le prétendant, donc on avait le prétendant. D'ailleurs quand il était au Brésil, il a tenté de le rencontrer pour lui expliquer ce qu'il devait faire et devait penser. Je pense pas que ça ait eu un grand effet, mais en tout cas c'est une espèce de monarchisme du moment présent. C'est pas du tout. Alors justement ça a créé un petit problème. Ça a été aussi le cas pour l'Action française. C'est que le milieu monarchiste avait un peu tendance à se laisser bercer par toute une nostalgie, une sorte de grande mélancolie du temps, la douceur de vivre avant la Révolution française. Après, à partir de la fin du 19e, des années 1840, la fondation de l'Action française, tout ça, là, on a des monarchistes qui descendent dans la rue et c'est pas pour regarder passer les fiacres. Alors on va continuer de parler un petit peu de tous ces sujets avec vous, François Angelier, mais on va essayer de le faire par le prisme de sa biographie, en commençant évidemment par le début. Je suis né le 20 février 1888 à Paris, où mes parents résidaient pendant l'hiver. Mais j'ai passé les meilleurs jours de mon enfance et de ma jeunesse dans une vieille propriété de campagne appartenant à mon père, au petit village de Fressin, Pas-de-Calais, dans un pays de grands bois et de pâturages, où j'ai plus ou moins fait vivre depuis tous les personnages de mes romans. Si je voulais résumer en quelques mots pour des amis l'essentiel de ce que fut ma formation religieuse et morale, je dirais que j'ai été élevé dans le respect, l'amour, mais aussi la plus libre compréhension possible, non seulement du passé de mon pays, mais de ma religion. Comprendre pour aimer, aimer pour comprendre, c'est bien là probablement notre plus profonde tradition spirituelle nationale. C'est ce qui explique notre horreur de toute espèce de pharisaïsme. Dans ma famille catholique et royaliste, j'ai toujours entendu parler très librement, et souvent très sévèrement, des royalistes et des catholiques. Je crois toujours qu'on ne saurait réellement servir, au sens traditionnel de ce mot magnifique, qu'en gardant vis-à-vis de ce qu'on sert une indépendance de jugement absolue. C'est la règle des fidélités sans conformisme, c'est-à-dire des fidélités vivantes. Une lecture par Denis Manuel d'un extrait de La révolte de l'esprit, écrit de combat. Parlons donc de l'enfance de Bernanos avec vous, François Angelier. Bernanos qui est né à Paris, dans le 9e arrondissement. Dans quel type de famille ? Il est dans une famille assez originale. Son père est tapissier décorateur. C'est quelqu'un qui a une origine très très modeste, voire très pauvre. Il a grandi à la Villette. Son père était ouvrier en usine, enfin même pas ouvrier, d'ailleurs manœuvre. Et ce fils, Émile Bernanos, réussit. On ne sait pas comment, parce que là on n'a pas de récit de la part de son fils ou d'autres, de récit précis de l'ascension sociale d'Émile Bernanos, mais elle est patente puisqu'il finit par avoir un atelier de tapissier décorateur dans le quartier de la Madeleine. Donc il devient bourgeois. Il devient très très bourgeois. Il a une clientèle d'aristocrates, de grands bourgeois, une clientèle aussi d'ambassadeurs et dans le milieu diplomatique. On raconte même qu'il a décoré l'ambassade de Turquie. Enfin bon, voilà. Et cet homme, quand même, se met à avoir aussi d'ailleurs la pensée, la démarche de ses clients. C'est-à-dire qu'il devient monarchiste et catholique, sans aucun problème, et sa femme le suit, Hermance Bernanos également. Donc c'est une famille d'ouvriers artisans enrichis. Et artistes un petit peu aussi, il y a une sensibilité quand même, justement, encore une fois, absolument. Esthétique. Il y avait une grande sensibilité, notamment à la beauté des objets, aux étoffes, et en même temps, il y avait, les photos le montrent, il y avait un goût d'époque pour le bric-à-brac et le décorum. C'est-à-dire chez les Bernanos, vous avez, dans la maison de Fressin, vous aviez aussi bien une chambre chinoise que de la décoration marocaine, que des côté Pierre Loti presque. Oui, il y avait un peu de ça. Il y avait un petit côté Pierre Loti, absolument. Oui. Et alors, Madame Hermance Moreau, elle aussi est catholique, très pratiquante. Oui, c'est une berrichonne, elle vient de Pellevoisin. Alors, Pellevoisin, c'est un endroit très intéressant parce qu'il y a eu à Pellevoisin une apparition de la Vierge. Vous savez que la France du 19e est marquée par toute une série d'apparitions, dont celle de Pellevoisin, qui a cette particularité que Estelle Faguette, la visionnaire,
que la Vierge guérit d'une très grave maladie qui allait l'emporter. La Vierge affronte le diable. Donc c'est la seule apparition mariale du 19e où le diable est présent et vaincu, bien évidemment. C'est intéressant quand on voit après les livres de Bernanos. Et donc Hermance Bernanos vient de ce milieu qui est un milieu de fermiers berrichons, je veux dire une paysannerie assez traditionnelle. Donc vous pensez que déjà petit, il y a un mysticisme chez Georges Bernanos? Oui, il l'a jamais dit, mais c'est un mysticisme qui n'est pas pieux-art et dévot. C'est quelque chose qui devait passer, je dirais, dans une sorte de respiration dans la mentalité familiale. Et il y a pas une, comment dirais-je, de bigoterie du tout dans cette famille. Et quand il dit que il faut d'abord être libre par rapport à ce qu'on respecte, je crois que c'est profondément vrai et que je veux dire, on discutait la monarchie, on discutait la foi chez les Bernanos, en ayant des convictions très ancrées, mais avec beaucoup avec liberté. Ouais. Le mot de liberté, d'ailleurs, est probablement assez important pour définir la trajectoire, on va le voir, de Bernanos, qui est capable de se remettre en question, tout en gardant une forme de fidélité à ce qu'il a toujours cru. C'est le mot clé de Bernanos, c'est d'être libre par rapport évidemment par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à ce qu'il sert et ce qu'il dessert. C'est d'avoir cette totale disponibilité qui fait qu'il n'y a entre ce que l'on croit et ce que l'on vit aucun écart. Pas l'ombre d'un papier à cigarette. C'est ce qui rend la vie difficile aussi. C'est ce qui a rendu sa vie redoutablement âpre et difficile, qui l'a mené parfois aux limites de la, je vais pas dire de la misère, mais d'une gêne extrême, et qui l'a entraîné dans une sorte de, je dirais, de geste permanent, avec 30 déménagements, et puis des résidences qui vont depuis Clermont-sur-Loise jusqu'aux confins du Brésil. Donc il a vécu un petit peu partout. On a dit qu'il était né à Paris, puis il y a cette maison dans le pays d'Artois. C'est très important, oui. Parce que toute son œuvre romanesque, quasiment toute son œuvre romanesque, se passe dans ce terroir. C'est pas une littérature paysanne ou régionaliste ou ruraliste. C'est une littérature qui raconte autre chose, mais qui a toujours comme cadre ce pays d'Artois, que ce soit Sous soleil de Satan, Journal d'un curé de campagne ou Monsieur Wynne. Et là, il a vécu des expériences extrêmement fortes, notamment une plénitude. C'est quelqu'un qui a été excessivement heureux. Dans son enfance, surtout. Dans son enfance. Il a vécu une enfance rayonnante, absolument accomplie. Et ça lui est resté comme une sorte c'est vraiment l'Éden. Enfin, c'est un souvenir d'une sorte d'Éden dont il a été chassé après par la vie, quoi. Par la scolarité, par le retour en ville, il a gardé ce souvenir très puissant et plus que puissant de l'enfance. Et pourtant, ces personnages à la campagne, ne sont pas, dans un bain de béatitude constant. Non, c'est des personnages qui souffrent tous, puisque la souffrance est la vie. Enfin, je veux dire, il y a à la base de la vie une souffrance permanente chez Bernanos. Et ce qui est important, c'est que malgré tout, il y a des figures d'enfants, même si c'est les figures tragiques, les figures de Mouchette, les figures de... Donc et puis l'enfance, c'est celle de Jeanne d'Arc, c'est celle tout ça. Donc les choses après se recomposent, mais l'enfance reste une sorte de pôle intérieur absolument extraordinaire. Alors dans ce village, il y a aussi des grandes familles, des rentiers, des aristocrates, les Créqui, les Trémoille, les Latour d'Auvergne, les Durfort de Sivrac, il y a même aussi des Cellières. Je ne sais pas oui, ça doit être le lointain ascendant du patron du CNPF. Du MEDEF quand même. Du MEDEF, pardon. C'est moi qui en rajoute un peu. Oui, absolument. Il a connu la société française qu'a vraiment connu Bernanos. Il a connu, on peut le dire, à la campagne. C'est-à-dire à la fois avec toute cette gentry campagnarde, des gens qui avaient des biens, des terrains de chasse, des forêts, des manoirs, et que ses parents fréquentaient parce que c'était ce milieu d'où il sortait. Ceux qui ont fait la carrière d'Émile Bernanos, c'est les La Rochefoucauld, dont il était l'artisan. Et là, c'était pareil. Donc il y avait ce milieu-là, il y avait le milieu clérical. Madame recevait énormément de soutanes. Les photos sont là pour le prouver. Et puis il y avait les pauvres, les mendiants, parce que la commune de Fressin, on sait ça quand on se documente un peu sur l'historien local. Il y avait énormément, c'était une commune, je veux dire, très pauvre, où il y avait énormément de nécessiteux. Et les nécessiteux venaient, Bernanos l'a raconté, mendier, demander de quoi survivre.
Et il l'a dit, je parlais aux mendiants la casquette à la main, cela me semblait tout naturel et à eux aussi. Vous voyez. Donc c'est cette société rurale qu'on retrouvera dans ses romans qui a été pour lui, je crois, fondatrice de son regard social. Et c'est compliqué aussi pour cette raison de le situer toujours politiquement. On le dit à droite, très à droite, en même temps détestant les puissances de l'argent, par exemple. Ouais. Et justement, ces familles-là, ces grandes familles, on sent bien à quel point il les a en horreur. Oui, l'argent c'est une chose. L'argent c'est le fait de la bourgeoisie plutocratique, de la bourgeoisie parlementaire. C'est une détestation de la République bourgeoise et conservatrice. L'aristocratie qu'il a connue était pas forcément celle-là. Mais non, l'argent bien sûr. L'argent il en a eu très peu dans sa vie, un peu comme Léon Bloy. Quand il en avait, il le dépensait tout de suite. Oui, oui. Le curé de campagne dit que l'argent lui glisse entre les mains comme du sable. Et je pense que Bernanos parle de lui à ce moment-là. Et donc effectivement, l'argent c'est à la fois quelque chose dont on a nécessairement besoin pour survivre, mais dont il faut se défier absolument et à user avec modération. Alors on va dire un mot aussi sur l'école, parce que c'est un écrivain qui a eu beaucoup de problèmes à s'intégrer à ces différents moments de scolarité, à tel point qu'il a fallu le changer souvent d'établissement, François Angelier. Ah oui, non, totalement. C'est pas du tout un bon élève. C'est même quelqu'un qui est totalement étranger et rétif au modèle scolaire. Et alors, tout ce qu'a été les débuts de sa carrière d'élève chez les jésuites, chez les oratoriens, ou alors à la campagne, où ses parents cherchaient vainement un lieu d'enseignement et des maîtres susceptibles de se faire entendre et d'arriver à le soumettre, et il n'y arrivait pas. C'est quelqu'un qui était véritablement étranger à tout cela, et il en a gardé d'ailleurs une acrimonie redoutable à l'égard des jésuites notamment, qui chaque fois qu'il le peut se font largement assaisonner dans ses romans et dans ses articles. Donc il finit quand même par décrocher une licence de droit et avoir quelques diplômes, mais c'est absolument pas un homme qui est un bon produit, un pur produit de l'éducation républicaine. Même s'il y a quand même eu de bons professeurs, et parmi eux l'abbé Lagrange. Mes grands-parents recevaient beaucoup de prêtres du voisinage, et même de beaucoup plus loin, qui venaient passer quelques jours de vacances à Fressin, ou qui venaient simplement, quand il s'agissait des prêtres du voisinage, passer la journée avec mes grands-parents. Et ils avaient reçu un jeune abbé qui s'appelait l'abbé Lagrange, qui était fraîchement licencié en lettres, qui allait avoir un poste de professeur à Bourges, et qui a spontanément proposé aux parents de Bernanos de l'emmener, de le prendre avec lui à Bourges. Alors Bourges, donc l'ambiance a été tout de suite tout à fait différente, et Bernanos là a pu s'épanouir. Oui. Et là, il parle d'excellents contacts avec ses camarades de classe, et aussi d'excellents contacts avec ses professeurs. Enfin, il est resté quand même un garçon qui était quand même très, très impulsif, très libre, très indépendant. Et l'abbé Lagrange, qui petit à petit quand même apprenait à le connaître, il y a des anecdotes lors des compositions françaises. Bernanos, qui aimait beaucoup le français, et faisait des compositions, enfin les travaillait tout particulièrement soigneusement. Et par opposition, l'abbé Lagrange, sentant que quand même le petit Bernanos mettait un certain point d'orgueil à son travail, faisait exprès de les éplucher férocement. Et en plus, il le faisait publiquement, parce qu'il lisait à haute voix le texte écrit par Bernanos. Et il l'acceptait. Ah non, ça le mettait hors de lui. Ça le mettait hors de lui. Il y a une anecdote où finalement, d'ailleurs, il était debout, parce que c'était encore l'époque où on restait debout la réprimande. Voilà. Alors il paraît qu'il sifflait entre ses dents, il disait « serpent, serpent ». Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est un chiffre d'un des fils de l'écrivain Jean-Loup Bernanos, François Angelier. Oui, ça c'est son dernier fils qui a connu pas mal de péripéties dans sa jeunesse, ce fils, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Brésil, et que ce soit surtout le retour en France entre 45 et 48, et puis après, qui a organisé, je dirais, la vie littéraire posthume de son père, qui a publié un gros volume de souvenirs passionnants. Alors pourquoi finalement Bernanos ne devient-il pas prêtre, puisque on voit que au fond avec cet abbé Lagrange ça se passe très bien. D'ailleurs ils ont une assez grande correspondance. Ah oui, c'est la première vraie œuvre de Bernanos, c'est les lettres à l'abbé Lagrange.
dimanche. C'est beaucoup plus intéressant que ces petites œuvres de jeunesse. Ça, c'est passionnant. Alors pourquoi ne pas, alors qu'il a déjà la foi, petit probablement, embrasser la carrière ecclésiastique ? Parce qu'il a senti que ça n'était pas la direction qu'il devait suivre, et ça a été la même affaire pour Huysmans, pour Claudel, pour toute une série d'intellectuels et d'écrivains dits catholiques. C'est-à-dire que le sacerdoce et la prêtrise, c'est une élection particulière, c'est une vocation particulière, et Bernanos... différente de la foi. On a la foi, et cette foi prend le chemin de la prêtrise et de la vocation ecclésiastique. Ça n'a pas été son cas, il l'a senti, il l'a dit. Et donc, il a senti surtout que s'il devait avoir une vocation, c'était celle de l'écriture, et c'était celle peut-être du combat pour la foi par l'écriture. Mais il va s'intéresser, avec tous ces personnages de prêtres, à ce que c'est que d'embrasser cette carrière-là et de se donner complètement à Dieu. Absolument, parce que les prêtres catholiques ont sûrement été les premiers personnages imposants, singuliers, qu'il a connus. Il était tous les dimanches, les Bernanos recevaient les curés du coin, que ce soit des curés, j'imagine, démocrates ou monarchistes, parce qu'à l'époque, ça fait railler dur entre ceux qui étaient ralliés et les autres. Et puis Bernanos était entouré de soutanes. Il y a même une photo de lui où il est tout petit avec une soutane qui porte comme une sorte de costume pas de carnaval, mais enfin une sorte de costume bizarre, quelque chose d'étrange. Et donc après, quand il a connu l'évolution qui a été la sienne, c'était après la Première Guerre mondiale, qu'il s'est orienté vers l'écriture et qu'il a décidé de vouloir un peu sauver le français en écrivant des romans et mettre en place... Enfin, sa mission, c'était ça, finalement, de sauver le français. Tout à fait. Alors ça, c'est une autre question, c'est-à-dire, après la Première Guerre mondiale, il a été horrifié par la défiguration, la souillure et la prostitution de la langue française par la propagande et par le discours officiel, c'est-à-dire la culture poilue et toute cette jactance qui n'arrêtait pas de se déverser pour saluer nos vaillants soldats et tout. Bon. Et après, Bernanos considérait que les mots forts, les mots sacrifice, la sainteté, la douleur, l'héroïsme, c'était des mots qui avaient été prostitués. Donc il fallait leur rendre une véritable noblesse, et c'est pour ça qu'il a écrit son premier roman en 1926, Sous Soleil de Satan. Donc une volonté d'agir, pas en devenant prêtre, mais justement précisément en étant dans le monde pour essayer de le changer, pour essayer de le modifier, ou au contraire simplement pour y vivre. Essayer de le modifier, je pense pas qu'il ait pensé que ses livres pouvaient modifier. Ses livres étaient plutôt une manière de vivre, justement, une manière de s'inscrire au cœur d'un paysage historique contre lequel il était en conflit, avec lequel il était en conflit. Mais je pense pas qu'il ait eu une volonté comme ça de transformation, d'action à grande échelle. C'était quelqu'un qui travaillait d'une sorte de mission singulière, misant sur la puissance de son témoignage pour que d'autres peut-être engagent quelque chose qui soit de l'ordre de la régénération et de la transformation. Donc une démarche individuelle. Totalement, une démarche totalement individuelle, et qui avec le temps est devenue de plus en plus individuelle. Mais plus il devenait individuel, plus il s'ouvrait à une sorte d'universalité. 1905, il a 17 ans. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Est-ce qu'il y a déjà une pensée bernanosienne à cette époque-là sur ce sujet ? C'est un peu tôt, mais ça va pas tarder. C'est une époque où il commence à découvrir Maurras, où ses convictions politiques monarchistes et catholiques sont déjà présentes et se renforcent, mais il n'a pas véritablement encore de pensée. La pensée bernanosienne n'interviendra, on peut dire, enfin je veux dire, le militantisme que vers les années 1908 d'abord avec les Camelots du Roi, puis 1913 quand on lui confie la direction d'un journal en Normandie. Mais c'est un tard-venu sur ce plan-là, Bernanos. C'est pas quelqu'un qui est une espèce de précocité terrible. Vive les Camelots du Roi, ma mère, vive les Camelots du Roi. Ce sont des gens qui se foutent des lois. Vive les Camelots du Roi, et l'on s'en fout. À bas la République, et l'on s'en fout. La gueuse et de ses voyous. Vive la royauté, ma mère, vive la royauté. Il nous la faut pour cet été. Vive la royauté, et vive le roi. À bas la République, et vive le roi. La France y va tout droit. Vive Charles Maurras, ma mère, vive Charles Maurras. C'est notre maître et c'est un os. Vive Charles Maurras. Il disait vrai, il prévoyait la guerre. Il disait vrai,
la gueuse nous désarmait. Sans oser le demander, sur France Culture avec ce chant des Camelots du Roi. On l'entend pas souvent à la radio, mais Bernanos, lui, a dû l'écouter, l'a chanté aussi beaucoup. Il a dû l'entonner à forte et intelligible voix bien souvent à partir du moment où il est entré parmi les premiers dans les Camelots du Roi, novembre 1908. Les Camelots du Roi étant une unité d'élite, si j'ose dire, créée par l'Action française pour vendre au départ le quotidien. Parce qu'en mars 1908, l'Action Donc le française, quotidien créé par Maurras. Maurras crée ce quotidien, l'Action française, et donc faut le vendre à la criée. Et donc les Camelots du Roi sont chargés de ça. Camelots parce que pour vendre les journaux à la criée, il fallait une médaille de brocanteur Camelot, et donc ils avaient tous cette médaille et ils pouvaient ainsi, à la sortie des églises ou au quartier latin, vendre le journal de Maurras. Donc évidemment, cette évolution politique vient de ses parents. On imagine que quand on est né dans un milieu royaliste, antisémite, on y viendra. Tout à fait. Évidemment, on a tendance à embrasser ces mêmes causes. Mais vous, personnellement, François Angelier, vous avez dû vous poser beaucoup la question de l'engagement de Bernanos. Comment vous l'expliquez ? Son engagement, c'est un engagement qui est d'époque. Là, il faut vraiment se replonger dans le milieu historique. Quand on est un catholique ardent, parce que Bernanos était vraiment quelqu'un qui vivait beaucoup de sa foi catholique, quand on est attaché à l'idéal monarchiste, il n'y a pas d'autre direction possible que l'Action française. Et pourquoi être attaché à l'idéal monarchiste ? Alors, on peut ne pas être attaché à la monarchie, mais rester catholique. À ce moment-là, on irait du côté de Marc Sangnier, des gens du ralliement, de la démocratie et de la République, c'est-à-dire, grosso modo, avec d'énormes guillemets, les catholiques de gauche, même si les deux se sont unis contre les persécutions anticléricales. Voilà, donc il y avait ça. Et Bernanos n'a jamais remis en question son héritage familial. Donc il y a simplement une fidélité. Enfin, d'abord. Absolument. D'abord une fidélité, et puis en plus de ça, il allait là où je dirais l'action était la plus intense. Comme il dit dans ma jeunesse, j'aimais le bruit. Alors c'est l'Action française que le bruit était le plus fort, et notamment les combats de rue au quartier latin, l'affaire Talamas, les sempiternelles provocations, interventions véhémente pendant les procès, tout. Enfin, je veux dire, l'Action française se distinguait d'abord et avant tout par une propagande par le fait, pour prendre l'expression anarchiste, extrêmement quotidienne. Je veux dire, il y avait tous les jours, il se passait quelque chose, et donc voilà, c'était ça. Et ça, Bernanos, ça lui plaisait. Donc, il est allé dans ce sens. Donc, une espèce de virilité, de jeunesse, peut-être. Oui, de le côté vitalisme. provocateur, le côté casseur d'assiettes, une espèce de santé, ça, côté chevaleresque, ne rêvant que play boss, ça correspondait à l'idée qu'il se faisait de la vie. Et de l'héroïsme aussi. Et de l'héroïsme. Oui. Totalement. Et de l'honneur, on pourrait rajouter ce mot-là. Et bien sûr, l'honneur qui va être le mot avec l'enfance, le mot central de sa vie. Il y avait pour lui de l'honneur à servir cette cause, et surtout il fallait la servir dans l'honneur, c'est-à-dire la servir pleinement et tout assumer. C'est pour ça qu'il est allé à la santé pendant 10 jours, c'est pour ça qu'il s'est souvent retrouvé, comme dit Roger Nimier, du Panthéon, il a surtout connu le commissariat. Donc c'était véritablement cette mentalité, ce type d'action. Parce que c'est un père finalement des hussards. Vous citez Roger Nimier, mais il y a un certain nombre de ces écrivains-là, Blondin, qui se revendiquent de Bernanos. Alors, le problème, c'est qu'avec l'Action française, je dirais, les choses ont été compliquées. À partir de 1932, Bernanos est exclu du mouvement, enfin n'a plus aucun rapport avec le mouvement. Mais par contre, les hussards, dont certains sont d'anciens maurassiens, retrouvent quand même renoue avec la figure de Bernanos. C'est le cas de Nimier, qui lui a consacré un essai magnifique qui s'appelle Le Grand d'Espagne, où il raconte sa rencontre avec Bernanos après la guerre, et il dit effectivement qu'il ressemblait à un colonel de hussards blessé à Waterloo, et qui avait en lui une espèce de discours comme ça, de poésie, des cours d'Europe. Enfin, il y a un très bel hommage assez atypique de Roger Nimier à Bernanos. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça, au fur et à mesure du siècle, notamment sur la question de l'antisémitisme, dont vous dites que c'est une tâche sur la biographie de Bernanos, mais qui est finalement peut-être trop voyante par rapport à la réalité de ce que cela a été? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas remarquer. À la grande différence de tous les intellectuels français qui ont été antisémites au XXe siècle, Bernanos n'a pas choisi l'antisémitisme, ne s'est pas rallié à l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on lui a imposé, au sens où cela fait partie de son éducation d'enfant. À 8 ans, son père lui lisait tous les matins, en le commentant,
de manière forte et virile la libre parole, le quotidien antisémite d'Édouard Drummond. À 13 ans, Bernanos, sur les conseils de son père et de sa mère, lit La France juive d'Édouard Drummond. Donc déjà, il y a une imprégnation intellectuelle et idéologique très forte dans la toute petite enfance. Et cette imprégnation, il ne la remet jamais vraiment en question avant les années 30. Néanmoins, cette dimension, je dirais, de sa culture politique, de sa culture religieuse et de sa vision des choses, on constate qu'elle n'a qu'une importance très largement secondaire. Par exemple, elle est totalement absente de son œuvre romanesque. Il n'y a pas du tout de personnage d'usurier, de personnage douteux qui serait juif ou voilà. Totalement. Par contre, il y a de l'antidreyfusisme. Par contre, oui, enfin, il parle assez peu de l'affaire Dreyfus, mais il écrit une sorte d'éloge d'Édouard Drummond, qui est La grande peur des bien-pensants, où on se rend compte néanmoins qu'effectivement, il fabrique un Drummond qui est largement un Drummond imaginaire. J'en parlais avec l'autre grand bernanosien, Sébastien Lapac. C'est un Drummond imaginaire, c'est un Drummond rêvé par Bernanos, qui est un homme solitaire, qui combat la République, la plutocratie, les puissances d'argent. Et dans cet éloge de Drummond, il y a 2 moments où Bernanos fait de l'antisémitisme parce qu'apparemment il faut bien. Mais on a le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas. Alors après, ça prendra une dimension tout à fait différente au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand il sera au Brésil, où là, à la fois, il écrira des il déclarera des phrases. Enfin, il y a des phrases donc qu'on ne peut pas oublier en disant que le moindre goutte du sang de Mandel vaut plus que toute la pourpre d'un cardinal fasciste, où il dirait qu'il préférait être fouetté par le rabbin d'Alger plutôt que de malmener un enfant ou sa mère. Donc il y a déjà, ça c'est évident. Et en même temps, il a par moments des espèces de lubies où il voit Hitler et la banque juive. Et il se fait d'ailleurs copieusement engueuler par ses amis juifs, exilés au Brésil, gaullistes, du milieu gaulliste. Donc c'est quelque chose qui chez lui est un champ de force extrêmement violent, tempétueux. Et à la fin, je pense qu'il est arrivé à une sorte de vision apaisée, enfin authentique du judaïsme, dans ce texte qu'il a écrit sur les martyrs du ghetto de Varsovie, texte, Bernanos reste fidèle, qui commence par l'évocation de Drummond. Donc, vous voyez, tout est un peu dans tout avec lui, et finalement il est capable de changer, ou en tout cas d'évoluer. C'est-à-dire il cherche une sorte de voie où toutes les choses arrivent à concorde, une espèce de concorde ou de communion des saints, je ne sais pas. Dans la nuit du 1er au 2 mai, avez-vous dormi? Avez-vous rêvé du pauvre chevalier? Je pense que là-bas, la nuit était aussi belle et parfumée, et que peut-être vous la regardiez par la fenêtre ouverte en entendant battre votre petit cœur gonflé. N'est-ce pas ainsi qu'il convient d'ailleurs que vous attendiez toujours le dur destin, bon ou mauvais, les yeux levés sur votre jeune espérance? Il est ce qu'il est, le destin, en un autre domaine. Mais vous êtes la reine du royaume des songes, et s'il se présente un autre soir, en vous regardant rêver, si joli, il n'osera pas vous réveiller. Mais je reviens au pauvre chevalier. Donc, cette nuit-là, nous eûmes une petite querelle avec ceux des hommes de l'Est qui ne nous aiment pas. Vers 9h30, nous commencions à recevoir quelques torpilles. Et un quart d'heure après, le tonnerre du bon Dieu se déchaînait. C'est un terrible canon que le 150 Autrichien, ma chérie, souvenez-vous. Leurs gros obus nous encadraient bien régulièrement, en rétrécissant le cercle de minute en minute, jusqu'au moment où l'un d'eux éclatait dans la tranchée même, à la hauteur d'une tête et à 1 mètre de moi. Quel éclair, Jeannette! Et tout de suite après, quel noir! La chose étincelante m'avait jeté je ne sais où, avec un camarade, sous une avalanche de terre fumante. Le sol autour de nous, et au-dessous de nous, était criblé d'éclats énormes. Il est impossible de comprendre comment je puis vous écrire aujourd'hui.
sans oser le demander sur France Culture. Et une lettre de Bernanos à sa fiancée Jeanne en 1916, lui ici par Michel Bouquet. Il faut évidemment s'arrêter un petit peu sur ces années de la Première Guerre mondiale parce que cet homme qui vénère l'héroïsme, qui a quand même envie d'en découdre, tout d'un coup se rend peut-être compte de ce que c'est que la réalité de la guerre. Il le cache un petit peu quand il écrit ce qu'il fait et ce qu'il se passe à sa fiancée, mais quand même il comprend des choses, quoi. Et c'est pas si intéressant que ça au fond la guerre. C'est-à-dire que quand il réussit enfin à s'engager en 1914, puisque ses problèmes de santé faisaient qu'on l'avait d'abord réformé, il réussit quand même à intégrer le 6e Dragon, qui pour lui est le régiment rêvé. C'est un régiment de Marie-Antoinette. Enfin bon, et il avait une vision de la guerre héritée un petit peu de ces années de militantisme monarchiste, c'est-à-dire la guerre à cheval, la charge. Très romantique. Oui, romantique. Et puis Condé, la Fronde, voilà. Et il arrive, et 1914-1915, très rapidement, la guerre change. C'est-à-dire adieu les chevaux, adieu les charges, adieu l'héroïsme échevelé, les tranchées. L'enlisement, la boue, les miasmes, les rats, la mort, le copain qui tombe devant vous et qu'on laisse pourrir, et qu'on voit pourrir. Il faut imaginer ça. Un ami, vous le voyez pourrir pendant des jours entiers sans pouvoir récupérer son corps. Bon, voilà la guerre que brusquement découvre Bernanos, même si les lettres à sa femme, il y a un parti pris de légèreté, à mon avis, pour pas l'inquiéter, pour pas inquiéter la famille. C'est pas une posture un petit peu de dandy presque. Oui, absolument, mais faut confronter cette posture à ce qu'il a vécu. Il était dans un régiment qui a été d'une certaine façon exposé, puisqu'il a été croix de guerre et il aurait manqué effectivement d'être mitraillé et couché par terre. Et en même temps, c'est un régiment qui était à la fois porté vers l'avant, en même temps maintenu un peu à l'arrière. Bon, c'est un régiment qui permettait de vivre pleinement cette Première Guerre mondiale et en même temps d'avoir une distance pour l'observer. Et ça, c'est très important parce que c'est ce point du regard qui va permettre à Bernanos de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la guerre est en train de devenir non plus une sorte d'art du combat, mais une industrie. Et une industrie monstrueuse qui deviendra une industrie d'ingénierie, une industrie technologique et non pas, ma foi, ce qu'on appelle la guerre en dentelle ou même la guerre qu'on vivait encore à l'époque napoléonienne. Et donc ça, c'est très très clair. Il y a des lettres où il dit que ce qu'il voit devant lui, c'est le passage d'une frontière dans l'histoire du monde, que les choses ne seront plus du tout les mêmes. Et là, évidemment, c'est décisif dans sa vie. Et ça fait penser, François Angelier, au parcours de l'autre côté allemand, d'un écrivain comme Ernst Junger, qui adore la guerre, les orages de feu qui le fascinent, et qui en même temps déteste cette modernité technique qui commence dans la guerre et puis qui après se développe un petit peu partout dans la société. Est-ce qu'on peut les comparer, Bernanos et Junger, ou est-ce que c'est pas exactement la même chose? Ils n'ont pas fait la même guerre. Bernanos a fait une guerre il était présent au front, il combattait, mais alors que Junger était dans les troupes d'assaut, dans les troupes d'élite, et Junger était un commando d'élite. Donc ça a été vraiment un chasseur d'hommes. Ça, c'est pas comparable. Une cruauté plus grande. Mais il y avait une cruauté plus grande, et je pense qu'il y a des photos de Junger après l'assaut, qui est quand même, qui disent assez qu'il était là pour tuer. Mais en même temps, le regard de Junger sur cette civilisation de la machine, sur cette guerre qu'il a vécue, alors lui au tout premier rang, recoupe un peu celui de Bernanos. Et ça c'est tout à fait évident, mais avec peut-être un idéalisme qui est un peu différent. Autant Bernanos, c'est une lecture un peu à la Léon Bloy. Chez Junger, il y a un idéalisme guerrier qui est quand même assez puissant. Moi, je me souviens, avec Patrice Gélinet, de lui avoir posé la question quand il est venu à Péronne pour le centenaire de la bataille de la Somme. Je le cite dans mon livre d'ailleurs. Quel est pour vous le pire souvenir de la guerre? Il a répondu de l'avoir perdu, bien sûr. Ce qui montre bien qu'on n'a pas affaire vraiment à la même manière de vivre le conflit. Alors pendant cette guerre, Bernanos se marie. Il se marie pas avec n'importe qui, quand même. Se marie avec Jeanne d'Arc, quasiment. Oui, la providence ou le destin ou le hasard ont fait qu'il épouse Jeanne Talbert d'Arc, qui est une lointaine descendante de Jeanne d'Arc. Donc, effectivement, l'homme, le monarchiste est là. Ça a dû jouer, quand même, dans l'amour qu'il lui portait. Ah oui, ça j'imagine, et c'est un amour durable, puisque ça a été d'ailleurs la seule femme de sa vie, et ils sont restés mariés jusqu'à la fin. 6 enfants.
6 enfants, absolument. 3 garçons, 3 filles. Parité. Et l'après-guerre, c'est là où il commence à rédiger Sous le soleil de Satan. Donc ça vient quand même assez tard finalement, oui, c'est la vocation d'écrivain. Absolument. Le journaliste politique, l'écrivain de combat est là très tôt. On peut dire que quand on lui confie en 1913, quand on lui confie, ou même avant, quand il écrit ses premiers textes polémiques, quand on lui confie ce journal en Normandie, le journaliste politique est là, l'écrivain de combat est là. Par contre, le romancier met un temps très très long à se former, à s'accoucher lui-même, à travailler. C'est quelqu'un qui travaillait dans une extrême difficulté, au sens où il y avait une sorte d'exigence quasi insoutenable dans l'acte d'écrire, et de souffrance extrêmement forte. Et donc il n'arrive qu'en 1926, il est quand même déjà très très âgé, à 38 ans. Et donc là... c'est un coup de maître aussi dès le départ. Mais alors voilà, c'est 9 ans, il a mis 9 ans pour être sous soleil de Satan, avec comme mentor Robert Valéry Rado, qui était à l'époque un écrivain catholique aussi, mais un personnage qui avait un rayonnement mondain, une assise dans le milieu littéraire très forte, beaucoup plus forte que Bernanos, qui est inspecteur d'assurance, qui ne connaissait absolument personne. Et il arrive en 26 à aboutir ce qu'il veut faire, c'est-à-dire à rendre à un certain nombre de termes, de mots, la sainteté, la douleur, la souffrance, l'héroïsme, eh bien enfin une valeur tout à fait forte, et puis surtout à restaurer la figure du diable en littérature. Mon livre est un des livres nés de la guerre. Je m'y suis engagé à fond. Je m'y suis totalement donné. D'ailleurs, je l'ai commencé peu de mois après l'armistice. Le visage du monde avait été féroce. Il devenait hideux. La détente universelle était un spectacle insurmontable. Les mots les plus sûrs étaient pipés. Les plus grands étaient vides, claquaient dans la main. On traitait communément, je ne dis même pas de héros, mais de saint, l'adjudant rengagé tué par hasard au créneau. La douleur et la mort étaient devenues une espèce de monopole d'État. Oui, tout me manquait à la fois. De plus, j'étais malade. Je doutais de vivre longtemps. Je n'aurais pas voulu mourir sans témoigner. La leçon de la guerre allait se perdre dans une immense gaudriole. Qu'aurais-je jeté en travers de cette joie obscène, sinon un saint? À quoi contraindre les mots rebelles, sinon à définir par pénitence la plus haute réalité que puisse connaître l'homme aidé de la grâce, la sainteté. Mon livre est né de la guerre, dit Bernanos dans cet entretien avec Frédéric Lefebvre, lu ici par Michel Bouquet. Et en même temps, Sous le soleil de Satan, dont il parle, c'est l'histoire d'un curé de campagne. Il n'y a pas la guerre dans ce livre. Non, c'est pas. Alors, il aurait pu faire comme on fait Junger, Genevoix, Élifort, Céline, raconter sa guerre, témoigner de l'horreur de la guerre par la littérature, ce qui est possible. Le but de Bernanos est autre. Il s'agit de régénérer la langue et de sortir de la langue, ce qu'on disait, de cette espèce d'enfer qui a été la souillure de la propagande et de la publicité. Donc c'était ça beaucoup plus son but, c'était de, face à cette société d'après-guerre où très rapidement le paysage politique se recompose, les affaires redémarrent, c'est pas pendant la guerre les affaires continuent, mais presque, où on fait très vite comprendre aux anciens combattants, à ceux qui pour Bernanos représentent presque comme un ordre religieux, une sorte de grande communauté sacrée, des gens à part, on fait très rapidement comprendre à ces gens que on les remercie, on leur donne une petite pension, on les soigne s'ils sont restés malades, et puis adieu. Mais il transpose ça avec, il n'y a pas d'anciens combattants. Voilà, dans le donc livre. et ça, c'est ce spectacle d'une société qui fait comme si de rien n'était, et comme il le dit lui-même là, c'est absolument insupportable. Donc Bernanos va riposter, on retrouve la riposte, en montrant ce qui se veut, justement, ce qui est le plus étranger à cette société, c'est-à-dire le diable et la sainteté. Le diable représente quelque chose d'autre que lui-même, ou alors c'est simplement l'apparition du
du diable sans que ce soit de la métaphore de quelque chose. Ah, le diable, non, nous avons affaire à un croyant catholique sérieux. Le diable existe et c'est une puissance. Le diable est une force, je ne vais pas dire une force autonome, mais c'est une force qui est personnelle. Et donc il met en scène l'action du malin comme personnage. Et non pas comme métaphore, comme symbole ou comme transposition d'une puissance psychique ou autre. Le diable, ça existe. C'est ça qui a peut-être rendu le film de Piala, adapté de ce livre, un petit peu difficile à comprendre pour un certain nombre de gens qui n'ont pas aimé ce film qui était Palme d'Or à Cannes. C'est justement qu'il faut prendre le diable au sérieux. C'est pas évident. Il faut le prendre au sérieux. Sinon, si on ne le prend pas au sérieux, lui nous prend au sérieux. Et lui nous considère comme des gens intéressants. Et grosso modo, l'intérêt du diable, je ne vous le souhaite pas. Mais dans le film de Piala, c'est Jean-Christophe Bouvet, d'ailleurs, personnage qui a toutes les qualités pour jouer le démon. J'aime assez, je suis pas un grand fan du film de Piala, mais j'aime assez ces plateaux dénudés, cette espèce de stature de rugbyman qui est tout à fait celle de Denisant, qui a Depardieu, et puis ce personnage comme ça, cher ami, que joue Bouvet. Vous voyez bien le diable sous ce type de trait-là. Oui, tout à fait. C'est assez réussi. Alors après ce livre, il y en a un autre qui s'appelle L'Imposture, qui se passe aussi dans les milieux catholiques, mais là on n'est plus à la campagne, on est en plein Paris. C'est quoi cette imposture? C'est l'imposture de Alors l'Église? L'imposture, ça ne concerne plus la sainteté, ça concerne ce qui est son contraire, c'est-à-dire le mensonge au cœur de l'Église. C'est-à-dire le personnage central, c'est l'abbé Sénabre, qui est un prêtre lettré, distingué, mondain, qui a une origine très très modeste et qui, je dirais, s'est construit au travers du sacerdoce, et qui découvre un jour que cet homme qui a tout, le respect, la culture, la reconnaissance, qu'il en définitive, sa foi n'existe pas. Il n'a jamais eu la foi, il a perdu la foi. Qu'il a perdu la foi, et qu'il n'a peut-être jamais eu la foi, et que toute cette construction qu'a été son personnage tout au long de sa vie, eh bien, c'est une construction factice. Et c'est cette facticité qui mène l'abbé Sénabre dans un état justement de haine et de haine démoniaque, à la fois de soi et des autres. Et donc Bernanos là ne peut pas le confronter à son envers, à son autre, c'est-à-dire à l'abbé Chevance, qui lui est un pauvre curé bernanosien, impur, qui vient de la province où il s'est d'une certaine façon compromis en exorcisant une fillette qu'on a ramenée sur Paris, à qui on lui a confié d'être une sorte de paroisse de troisième ordre, où il s'est illustré en devenant le confesseur de tout ce que ses autres confrères ne voulaient pas confesser. Et donc le curé Chevance est confronté à l'abbé Sénabre, et là il y a une des très grandes scènes toute la première partie de l'imposture est absolument grandiose. J'écris dans les cafés au risque de passer pour un ivrogne, et peut-être le serais-je en effet si les puissantes républiques ne frappaient de droit impitoyablement les alcools consolateurs. À leur défaut, j'avale à longueur d'année ces cafés crème douceâtres avec une mouche dedans. J'écris sur les tables de café parce que je ne saurais me passer longtemps du visage et de la voix humaine dont je crois avoir essayé de parler noblement. Libre aux malins dans leur langage de prétendre que j'observe. Je n'observe rien du tout. J'écris dans les salles de café ainsi que j'écrivais jadis dans les wagons de chemin de fer, pour ne pas être dupe de créatures imaginaires, pour retrouver d'un regard jeté sur l'inconnu qui passe la juste mesure de la joie ou de la douleur. Non, je ne suis pas un écrivain. Je ne repousse d'ailleurs pas ce nom d'écrivain par une sorte de snobisme arbour. J'honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent, après Dieu, de ne pas mourir de faim. J'endure même humblement le ridicule de n'avoir encore que barbouillé d'encre cette face de l'injustice dont l'incessant outrage est le sel de ma vie. Toute vocation est un appel, vocatus, et tout appel veut être transmis. Ceux que j'appelle ne sont évidemment pas nombreux. Ils ne changeront rien aux affaires de ce monde. Mais c'est pour eux. C'est pour eux que je suis né.
extrait de la préface au Grand Cimetière sous la Lune. Écrire au café pour Bernanos, François Angelier, c'est vivre au milieu de l'agitation, au milieu de l'humanité, au cœur de son prochain, au cœur de la vie. Absolument, c'est une volonté de s'extraire d'abord de la tour d'ivoire et de l'isolement voluptueux de l'homme de lettres, du grand écrivain douillettement installé, c'est d'être au cœur de la mêlée, c'est-à-dire dans une rumeur qui est celle des hommes, parce que dites-vous bien que tous les grands chefs-d'œuvre bernanosiens, Sous soleil de Satan, Journal d'un curé de campagne, Monsieur Wynne, ont été écrits dans le bruit des percolateurs, des discussions de comptoir, des bruits des dominos, le cri des garçons, les commandes et tout ça. Donc ça lui permettait d'être à la fois au milieu des hommes, donc surtout de ne pas bâtir un univers factice de grands écrivains, et en même temps de se créer un silence, et au cœur de ce silence, de pouvoir descendre en lui-même, et là, de se hasarder dans des zones et des espaces extrêmement dangereux et périlleux, d'où il ramenait ses personnages, et où il voyait naître et se former toutes ces créatures. Donc c'est à la fois une volonté d'être parmi tous les hommes, et en même temps de générer une espèce d'espace personnel. C'est assez complexe, et il a travaillé comme ça toute sa vie. Mais même, je crois, même avant la Première Guerre mondiale, en 1913, il était déjà pour faire ses articles dans les brasseries à Rouen, et puis à la fin, il y est resté jusqu'à 48. Il nous reste assez peu de temps, François Angelier, pour raconter une dernière partie de la vie de Bernanos, qui est faite de haut et de bas, enfin quand même de pas mal de bas, qui le conduisent à quitter la France. Alors pourquoi cet exil? Il y a aussi l'épisode de la guerre d'Espagne. Est-ce que vous pouvez nous brosser ça à très grands traits? Rapidement, il a déménagé 30 fois, il ne supportait pas Paris, il ne supportait pas le milieu parisien, il a vécu en province, après il a déménagé à la Cloche de Bois pour aller s'installer en Espagne. C'est là où le hasard a voulu qu'il soit isolé dans l'île de Majorque et qu'il soit témoin des pires sévices et des pires, je dirais, ce qui fait que massacres de la guerre d'Espagne. Il passe de franquiste à républicain, et c'est-à-dire qu'il est capable aussi de changer. Non, il n'était pas républicain, il a été anti-franquiste puis anti-pétiniste au nom de la monarchie et de la catholicité. Ah d'accord, donc jamais vraiment républicain. Non. Et c'est au nom de la fidélité à ses convictions religieuses et politiques monarchistes et catholiques qu'il a été contre la croisade franquiste, puis après le régime de Vichy. Et après l'Espagne, il y a un rapide passage en France et immédiatement le départ pour le Brésil, où il serait fermier avant de venir habiter beaucoup. Oui, il n'est pas très bon fermier. Non, il n'est pas très bon fermier, mais il y a une volonté chez lui, je dirais, d'expatriation. Puisqu'il finira sa vie donc en Tunisie, une expatriation en dehors de la France telle qu'il pouvait la voir, telle qu'il pouvait la vivre. Il ne supporte plus la France. Il ne supportait plus surtout ce qu'on avait fait de la France et la comédie qui se jouait en France. Et pour lui, la France, c'était plus une réalité spirituelle qu'une entité géo-historique. Donc on pouvait parfaitement recréer la France dans les profondeurs du Brésil ou dans les sables tunisiens. C'était tout à fait possible. C'est d'ailleurs France, elle est au-dedans. Où il meurt en 1948, le 5 juillet, à l'hôpital américain de Neuilly. Il est donc enterré dans ce village où il a grandi. Merci beaucoup François Angelier d'être venu nous parler aujourd'hui de l'écrivain Georges Bernanos. Votre biographie, elle est disponible aux éditions du